Il est 13 heures en temps universel, il est 13 heures en Côte d'Ivoire. Bonjour, bienvenue dans votre journal. Le président Alassane Ouattara s'est entretenu hier au palais de la présidence de la République avec le vice-président nigérian. Yemi Osinbajo était présent à Abidjan dans le cadre de la grande commission mixte de coopération ivoiro-nigériane. Le chef de l'État et l'émissaire de Mahamadou Bouhari ont abordé plusieurs sujets d'intérêt commun. Le Premier ministre Patrick Achi a lancé officiellement le RGPH 2021, le recensement général de la population et de l'habitat, une opération qui consiste à recueillir des données démographiques, sociales et économiques sur toute la population vivant en Côte d'Ivoire, population aussi bien ivoirienne que non ivoirienne. On en parle dans moins de 10 minutes. Beaucoup d'Irakiens ont été réveillés en pleine nuit ce dimanche par une forte explosion, suivie de tirs nourris. Le Premier ministre Mostafa Al-Khadimi a fait face durant la nuit à une tentative d'assassinat. Un drone piégé a visé sa résidence en plein centre de la capitale. Le Premier ministre s'en est sorti indemne. Le président de la République, Alassane Ouattara, a quitté Abidjan ce dimanche 7 novembre 2021 pour Accra, au Ghana, où il prendra part à un sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO sur la situation socio-politique au Mali et en Guinée. Le chef de l'État que vous apercevez là en image à côté de ses ministres, il regagnera Abidjan donc dans l'après-midi. Hier samedi, au palais de la présidence de la République, le président Alassane Ouattara a accordé une audience au vice-président de la République fédérale du Nigeria. Les échanges ont porté notamment sur la grande commission mixte de coopération ivoiro-nigériane qui vient de s'achever et sur la lutte contre le terrorisme. Une rencontre à laquelle a assisté Viviane Haïm. Présent à Abidjan dans le cadre des travaux de la grande commission mixte ivoiro-nigériane, qui se tient du 4 au 6 novembre, le vice-président de la République fédérale du Nigeria a eu un entretien ce samedi 6 novembre avec le président de la République Alassane Ouattara au palais présidentiel. Au menu de leurs échanges, les conclusions des travaux avec en point de mire l'accroissement de la coopération économique et sécuritaire entre leurs deux pays. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous avons pu donc au sein de la grande commission de coopération signer 9 accords avec la partie ivoirienne concernant donc les affaires consulaires et migratoires, l'agriculture, la lutte contre la drogue et les narcotrafiquants et bien d'autres accords qui sont très importants pour le développement de l'Afrique. Nous avons également travaillé sur le renforcement du secteur privé de nos deux pays et ce qui est en train d'être fait maintenant va nous permettre d'aller plus loin dans l'avenir. Nous avons eu également à travailler sur les questions de sécurité, notamment la sécurité au Sahel. Mais j'aimerais aussi, Excellence, Monsieur le Président de la République, vous transmettre les salutations les plus fraternelles de votre frère et ami, Son Excellence, Monsieur le Président de la République fédérale du Nigeria, Bouhari. Si les relations ivoiro-nigérianes ont pris leur véritable envol depuis une dizaine d'années, la coopération entre les deux pays est désormais en construction. Et cette grande commission mixte de coopération ivoiro-nigériane s'est achevée hier samedi en présence de Patrick Achi, le chef du gouvernement. Cette deuxième session a réuni les experts ivoiriens et nigérians qui se sont réunis 2 jours durant pour réfléchir sur les moyens à mettre en œuvre pour redynamiser la coopération entre les deux pays. Le point avec Alexis Ouedraogo. Établir l'état des lieux de la coopération ivoiro-nigériane et proposer des axes d'échange à travers l'adoption de projets d'accords multisectoriels. Voilà l'essence de cette deuxième session de la grande commission mixte de coopération ivoiro-nigériane. En tant que pays majeur de la sous-région au point économique, il est important que les deux pays collaborent pour leurs intérêts communs, mais également pour l'intérêt de la sous-région. La Côte d'Ivoire est leader dans la production de plusieurs cultures, le cacao par exemple, et le Nigeria pour le pétrole. Il est important donc que nous puissions collaborer à donc accroître la commercialisation de ces
produits. Avant les assises, 2 jours durant, experts ivoiriens et nigérians ont travaillé à identifier les difficultés de mise en œuvre de l'existant pour dégager de nouvelles perspectives et élargir le champ de coopération, notamment sur l'agriculture, l'économie numérique, les affaires consulaires, l'immigration et les questions liées au trafic humain. Les 2 pays portent des défis communs que sont le terrorisme, l'emploi des jeunes et la pandémie à coronavirus. La présente rencontre nous offre un cadre idéal pour discuter des défis de notre coopération, la concrétisation des différents accords commerciaux qui existent entre nos 2 pays et leur mise à jour en vue de prendre en compte de nouvelles priorités, une plus grande implication de nos secteurs privés respectifs dans des projets communs actuellement en cours, aussi bien dans les secteurs du ciment que dans les secteurs et les perspectives du secteur du pétrole et de l'énergie. Et enfin, le défi sécuritaire face à la recrudescence du terrorisme dans la sous-région. Notons que la première édition de cette session s'est tenue à Abuja en août 2013. Au terme donc de cette deuxième session de la grande commission mixte, les 2 gouvernements se sont félicités de la bonne tenue des travaux conformément à la volonté des chefs d'État ivoiriens et nigérians et surtout des bonnes dispositions du secteur privé à intensifier leurs relations. Plusieurs accords ont donc été signés pour activer les leviers d'une coopération efficace entre les 2 pays. Là, je vous demande d'écouter Kandia Camara, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Au thème des travaux, les 2 chefs de délégation ont procédé à la signature de 9 accords. 10 projets d'accords sont en cours de négociation et 10 nouveaux projets d'accords ont été initiés, ouvrant ainsi de nouveaux axes de coopération. Ils ont également procédé à la réactivation du mécanisme de suivi des accords signés, intitulé Commission spéciale de mise en œuvre, CME, et de suivi. Les 2 parties se sont réjouies de la qualité des travaux de cette deuxième session de la grande commission mixte de coopération ivoiro-nigériane et ont réaffirmé leur engagement à œuvrer à la consolidation des acquis et au renforcement des liens d'amitié et de coopération. La 3e session de la grande commission mixte de coopération ivoiro-nigériane se tiendra en 2023 au Nigeria, à une date qui sera fixée d'un commun accord par voie diplomatique. 1975, année du tout premier RGPH en Côte d'Ivoire. Le RGPH, c'est le recensement général de la population et de l'habitat. 1988, deuxième opération. 1998, la troisième. Et en 2014, la dernière. Le prochain se fera cette année et il démarre même demain, 8 novembre, pour s'achever le 28 novembre à venir. Le Premier ministre, Patrick Achi, vient de lancer officiellement l'opération. On l'écoute. Mesdames et messieurs, la Côte d'Ivoire, notre pays, organise son 5e recensement général de la population et de l'habitat en 2021. Cette importante activité, voulue par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, se déroulera du 8 au 28 novembre 2021 sur toute l'étendue du territoire national. Ce recensement permettra de mieux connaître la structure de la population résidant en Côte d'Ivoire, d'établir des statistiques sur ses habitants, nombre, âge, profession, logement, et sur les évolutions démographiques afin de mieux planifier le développement, de définir les politiques publiques en prenant en compte l'évolution quantitative de la demande sociale, notamment en matière d'écoles, d'universités, d'hôpitaux et de centres de santé, d'adduction d'eau potable, d'infrastructures sportives. Le recensement permettra également de définir les populations de chaque circonscription administrative. Toutes ces informations seront utiles pour une meilleure évaluation de l'action du gouvernement afin de mieux planifier le développement et d'améliorer les conditions de vie de nos vaillantes populations. Je voudrais, au nom du chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, et au nom du gouvernement, remercier l'ensemble des partenaires au développement pour leurs précieuses contributions. Quant à vous, population résidente en Côte d'Ivoire,
ce recensement est l'affaire de tous. Que vous soyez nationaux ou non nationaux, vous êtes tous concernés. C'est pourquoi j'exhorte chaque foyer à ouvrir ses portes aux agents recenseurs et à leur fournir des informations vraies et fiables. Chacun de nous compte pour la Côte d'Ivoire. Il faut que nous nous fassions tous recenser pour être pris en compte dans l'élaboration des politiques de développement économique et social. C'est un acte citoyen. C'est sur ces quelques mots que je déclare lancer la collecte des données du 5e recensement général de la population et de l'habitat 2021 sur toute l'étendue du territoire national. Je vous remercie. Le RGPH, c'est donc cette opération qui consiste à recueillir des données démographiques, sociales et économiques sur toute la population vivant en Côte d'Ivoire, population aussi bien ivoirienne que non ivoirienne, vous l'avez entendu, le Premier ministre l'a dit. L'opération est donc censée se dérouler tous les 10 ans en Côte d'Ivoire et pourtant la dernière en date s'est faite il y a seulement 7 ans. Nous saurons le pourquoi au cours du magazine du dimanche. Le directeur général de l'Institut national de la statistique est notre invité du jour. C'est M. Dofung Guesson, qui est par ailleurs directeur national du RGPH. Il sera donc avec nous dans quelques minutes seulement pour le magazine du dimanche, votre magazine préféré. Work, no child business. Le travail, ce n'est pas l'affaire des enfants. C'est un projet mis en œuvre par l'ONG Save the Children et financé par le ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas. Un projet grâce auquel environ 300 enfants ont été retirés des champs de cacao dans la région de la Nawa. Ils ont ensuite regagné les classes cette année. 1 millier d'autres enfants bénéficieront bientôt de la même chance. Sam Conan nous en donne les détails. Ils sont au nombre de 280 enfants âgés de 9 à 14 ans, issus de 8 villages qui viennent d'être retirés des champs de cacao pour être remis sur le chemin de l'école, dans la région de la Nawa. Dans le cadre du projet Work No Child Business, entendez, le travail, c'est pas l'affaire des enfants. Un projet financé par le ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas et mis en œuvre par l'ONG Save the Children. Save the Children a pu accompagner nos enfants au niveau de la direction régionale et donc nous en sommes très reconnaissants. À Boussoukrou, nous bénéficions d'un projet d'appui pour la construction d'un bâtiment de 2 salles de classe. Donc actuellement, les parents sont beaucoup motivés pour faire venir les enfants, scolariser les enfants. Nous avons un grand volet sur l'éducation qui consiste à prendre les enfants de 9 à 14 ans qui sont des enfants à risque, qui n'ont jamais été à l'école ou qui ont décroché de façon précoce et à travailler avec eux sur mode accéléré et à les reverser à l'école formelle. Avant d'être reversés à l'école formelle en classe de CP1 et CP2, ces enfants ont bénéficié des cours dans des classes passerelles encadrées par 8 bénévoles. Le point de cette première vague au titre de l'année 2021 de ce projet a été fait à Soubré au cours d'un atelier. Avec des résultats encourageants, le projet va s'étendre à 28 villages. 1025 enfants seront concernés, toujours dans la région de la Nawa. On va passer à la page Covid de ce journal. Il ne faut pas perdre de vue le respect strict des mesures barrières pour justement ne pas favoriser la propagation de la maladie à coronavirus. Le coronavirus qui continue d'assombrir nos vies. Le coronavirus qui a surtout mis définitivement fin à la vie de 699 personnes ici en Côte d'Ivoire, y compris le dernier décès de Covid en date enregistré hier samedi. Dans la même journée, 17 nouvelles contaminations ont été confirmées depuis le 11 mars 2020, date du début de cette crise sanitaire en Côte d'Ivoire. Le pays compte 61 404 personnes touchées par la maladie. À l'heure où nous parlons, 487 cas sont encore actifs. Pour se protéger du coronavirus, c'est simple, lavons-nous les mains au savon fréquemment, portons les masques et faisons-nous vacciner.
Outre le combat contre le coronavirus, le diabète est aussi dans notre viseur. Le diabète, c'est cette maladie liée à un trouble de l'assimilation des glucides avec présence de sucre dans le sang et dans les urines. Les agents de santé renforcent même leur capacité au diagnostic et à la prise en charge du diabète gestationnel afin de faire baisser le taux de décès maternel et néonatal. Franck Kwao, Astotore Danyogo. Macrosomie, c'est-à-dire les gros bébés, accouchement douloureux, césarienne, voilà quelques situations que vivent les gestantes atteintes du diabète gestationnel. Ajoutez à cela le risque pour la mère et l'enfant de développer un diabète de type 2. Selon une enquête réalisée chez 220 gestantes en Côte d'Ivoire en 2011, il a été constaté une prévalence de 70% de diabète gestationnel chez les gestantes à risque et 12% chez les gestantes sans risque. Le diabète gestationnel expose donc à un risque accru de morbimortalité fœto-maternelle et néonatale. La mortalité est très importante du côté de la mère, la mortalité aussi est importante du côté de l'enfant. Donc si on veut agir sur cette double mortalité maternelle et fœtale, il faut que le dépistage du diabète au cours de la grossesse se fasse déjà à cette période-là. Et si cela est fait, ça va éviter ces complications-là. En Côte d'Ivoire, malgré les actions initiées par les autorités sanitaires en termes de rapprochement des centres de santé des populations, les décès maternels demeurent un problème majeur de santé publique. La mortalité maternelle est estimée à 614 décès sur 100 000 naissances vivantes. Pour renforcer la détection et la prise en charge des cas de diabète gestationnel, environ 500 médecins, diabétologues, gynécologues, infirmiers et nutritionnistes renforcent leurs capacités. Le projet a plusieurs volets qui nous ont donné entièrement satisfaction, vu le nombre de femmes qu'on a pu dépister avant le projet et vu l'engouement des médecins et du personnel paramédical dans leurs tâches. Parce que ce qu'on souhaite du projet, c'est que quand il va se terminer, il faut que les bonnes habitudes restent. C'est ça qui nous rassure. Les porteurs de comorbidité sont invités à se faire vacciner. Le meilleur centre de santé publique, de prise en charge et de dépistage du diabète gestationnel a été distingué au cours de cette cérémonie. Venons-en maintenant au lancement de la lutte contre les encombrements de voies de Yopougon au nord d'Abidjan. C'est une action de l'AMUGA, l'autorité de la mobilité urbaine du Grand Abidjan, une action donc qui consiste à améliorer la fluidité routière dans la commune. L'opération est bien sûr supervisée par le ministère des Transports, comme nous le précise Jean-Marc Djadji. Des bulldozers en pleine destruction d'objets sur les emprises de la voie express de Yopougon. Cette route, qui mène du premier échangeur au carrefour Bel Air, vient d'être débarrassée des tables des commerçants. L'anarchie sur cette artère était l'une des causes des embouteillages dans la commune. Nous sommes en pleine opération de déguerpissement de l'autorité de la mobilité urbaine du Grand Abidjan, AMUGA. Le carrefour du premier pont qui est très stratégique parce que toutes les personnes qui viennent à Yopougon par l'ensemble des quartiers par la voie express ou qui sortent d'Abidjan, c'est ce carrefour qui est le premier point bloquant. Ensuite, nous allons nous attaquer au carrefour de Sipores. Et après le carrefour de Sipores, nous serons donc au carrefour du troisième pont. Nous avons également des aides régulateurs que nous allons les déployer aussi très bientôt dans les semaines qui viennent. Menée en coordination avec les services de la mairie de Yopougon, les forces de l'ordre et les ministères de tutelle, cette vaste opération cible toutes les artères du district d'Abidjan. Un projet de plan de circulation dans la commune de Yopougon est envisagé et sera mis en œuvre d'ici la fin de l'année. Et pour assurer la couverture des frais médicaux de tous les accidentés de la voie publique, notamment par le fonds de garantie automobile, des ressources existent déjà, mais elles sont devenues insuffisantes. Les acteurs sont donc en réflexion en Grand Bassam afin de trouver des sources de financement complémentaires. Lonsine Bakayoko est sur place à Grand Bassam pour RTI. L'année 2020 s'est achevée avec un bilan de 12 874 accidents de la route, 1507 tués et 19 326 blessés. Cette tendance s'est poursuivie au premier trimestre de 2021 avec 6 308 accidents corporels, 959 tués et 9 466 blessés. Un problème pour l'Office de la sécurité routière. Quand il y a un accident, nous sommes confrontés à un problème. Comment faire en sorte de limiter
le nombre de tués. Les accidentés sont orientés vers les centres hôpitaux et le plus souvent, il n'y a pas de moyens pour les prendre en charge. Face à cette situation, le gouvernement a été instruit par le chef de l'État à l'effet de proposer des solutions idoines en vue de la prise en charge systématique de toutes les victimes d'accidents de la route admises dans les urgences des hôpitaux publics. Les consultations ont abouti à l'adoption d'une stratégie nationale de sécurité routière qui s'étend sur la période 2021-2025. Laquelle stratégie nationale nécessite la somme de 32 milliards de francs CFA, dont 8 pour la première année. Pour trouver les ressources de financement complémentaires, les experts explorent plusieurs niches. Nous avions des mesures comme le prélèvement sur le litre du carburant, c'est plus accessible, qui est le meilleur mécanisme par lequel il faut financer les accidentés de la voie publique. Il y a le mécanisme actuel de financement du fonds de garantie automobile, il y a un prélèvement, il y a une parafiscalité de 2% qui est prélevé sur la police d'assurance qui sert au financement du fonds. Il est à 2% aujourd'hui. Et puis, on peut naturellement, dans le cadre de l'élargissement de cette activité, élever le taux de 2 à 3 à 4%. Le fonds de garantie automobile paye aux victimes ou à leurs ayants droit des indemnités qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l'accident ouvre droit à réparation. Ces ressources additionnelles viendront donc accroître l'efficacité de cette institution. On prend maintenant la direction de Dimbokro au centre de la Côte d'Ivoire. Dimbokro qui a abrité la 47e édition de l'opération Grand Ménage. Bouaké Fofana a remis du matériel de salubrité, des kits d'hygiène et des comités locaux d'assainissement. Bouaké Fofana, c'est donc le président du conseil régional. Les comités ont été installés sur place. Les populations ont été aussi invitées au respect de l'environnement et à la culture de l'hygiène. Depuis Dimbokro, vous pourrez suivre le témoignage d'Eugène Atoubé dans nos prochains journaux. Là, on quitte Dimbokro pour le plateau, le centre des affaires ici à Abidjan. C'est la commune que la Fondation Génération Numérique a choisie pour lancer ses activités. C'est un regroupement de jeunes ivoiriens qui ont pour objectif de renforcer la sûreté des systèmes d'information en Afrique. Dans leur cahier de charge, on peut lire alphabétisation digitale des plus jeunes et sensibilisation des populations aux enjeux de la cybersécurité. Le témoignage de Yannick Efoumi et Issa Chonayeo. Sensibiliser aux enjeux de la cybercriminalité en Afrique et former aux nouveaux outils numériques. La Fondation Génération Numérique s'est assignée cette mission. Une organisation citoyenne fondée à Abidjan et spécialisée dans l'alphabétisation et la sécurité numérique. Nous avons 3 axes majeurs. D'une part, l'inclusion numérique, donc à travers des dons en équipement. Le deuxième point, c'est la sensibilisation. Et enfin, le dernier point, c'est la création d'un prix pour l'innovation de la cybersécurité. Déjà active sur le terrain, cette fondation a récemment offert un cyberespace aux pensionnaires de l'orphelinat garçon de Benjerville. Nous avons été particulièrement heureux de recevoir la forte délégation de la Fondation Génération Numérique. Elle est arrivée bien avant la Noël pour créer l'effet de surprise aux enfants en leur offrant un centre d'initiation à la sécurité numérique. Composée de jeunes cadres dynamiques ivoiriens, la Fondation Génération Numérique entend ainsi sensibiliser les organisations et populations en Afrique, tout en formant et en équipant de nouvelles générations d'experts et d'utilisateurs. La RTI, toujours au sommet. Comme toujours, c'est la télévision nationale qui est récompensée. C'est midi, vous connaissez certainement ce talk show proposé par RTI 1 et qui a dépassé les frontières ivoiriennes, vient d'être distingué au niveau national. C'est vrai que la concurrence tente d'imiter, mais elle n'arrive pas à suivre. C'est midi tient la distance avec ses chroniqueurs et animateurs, toujours plus créatifs. Et le résultat est là, prix d'excellence axé sur le développement des médias. Qui dit mieux? Vendredi 5 novembre, c'est la cérémonie officielle du prix national d'excellence. La radio-télévision ivoirienne RTI fait partie des 84 lauréats nationaux. Le prix d'excellence pour le développement des médias revient au magazine C'est Midi. À travers ce prix, c'est toute la RTI qui est vraiment remerciée par le travail
qu'on a abattu, un travail de rigueur, un travail vraiment d'excellence. Et nous sommes très fiers pour toute l'équipe de ce midi et surtout, encore une fois, pour toute la RTI. Au nombre des critères de sélection, l'impact social, la pertinence des outils de communication et le traitement des sujets d'intérêt public. Et c'est justement le credo de l'émission. Siège de la télévision à Cocody, le producteur délégué révisionne la dernière émission, celle de la saison écoulée il y a quelques mois déjà. Une façon de mesurer la fierté et la satisfaction du devoir accompli. Après 8 années de complicité, 8 années de marche ensemble avec ces midis, on a commencé crescendo et aujourd'hui c'est la reconnaissance de l'État du Côte d'Ivoire. Donc je ne peux que vraiment être satisfait comme l'ensemble de tous les acteurs qui ont œuvré vraiment à la réussite de cette émission. Derrière ces midis, c'est une grosse équipe. Au niveau de l'éditorial, c'est pratiquement une équipe de près de 15 personnes. Vous avez une dizaine de chroniqueurs, Caroline, plus Caroline l'animatrice. Vous avez le réalisateur chef Andrew, il y a aussi l'équipe de production. Satisfaction, mais il faut désormais se projeter. L'équipe a de belles perspectives. On ira encore plus loin. Encore de nouvelles surprises, de belles surprises, de nouveaux visages pour la rentrée de 2021-2022. Et tout ce monde-là conduit par Caroline Da Silva. C'est vrai qu'il y a la concurrence, mais c'est midi encore du beau reste. Le magazine C'est Midi, talk show de la tranche horaire de 12 à 13 heures en quotidienne du lundi au vendredi. Dans quelques semaines, la production lance la saison 9. La RTI, la chaîne ivoirienne, la chaîne qui rassemble, la chaîne qui gagne. Le mouvement ivoirien des citoyens handicapés apporte sa contribution dans la construction d'une nation de paix. Et ce mouvement a choisi la fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. C'est à Yamoussoukro, donc, pour le planting d'un arbre, un symbole pour inviter la Côte d'Ivoire entière à la culture de cet idéal commun. Kader Sogodogo. Le mouvement ivoirien des citoyens handicapés MICH appelle les Ivoiriens à s'inscrire dans la dynamique de paix, de cohésion sociale et de réconciliation nationale pour la stabilité du pays. Sous la houlette de sa présidente Brigitte Mensa, un acte fort vient d'être posé dans ce sens. Un planting d'arbres à la fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro. Nous plantons un arbre de la paix pour symboliser le cri de détresse que les personnes en situation de handicap ont lancé relativement à l'utilisation des armes comme mode de règlement de conflit, pour dire qu'il faut privilégier plutôt la paix comme mode de règlement de conflit, le dialogue. Une initiative soutenue par la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Vous avez décidé en effet de faire un planting de l'arbre de la paix à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Cette cérémonie revêt une signification doublement symbolique. Nous sommes dans une institution de paix, dans la cité de paix de Yamoussoukro, au pied de la basilique Notre-Dame de la Paix. Planter un arbre de la paix, c'est semer les graines de la paix, inviter à la culture de la paix. Le mouvement ivoirien des citoyens handicapés est une organisation active de la société civile. C'est un mouvement à but non lucratif dont l'objectif vise l'égalité des chances et le respect des droits des personnes handicapées, tout en permettant aux personnes handicapées de bénéficier des droits des citoyens qui leur sont dus. Et pendant ce temps, à Zieunula, dans la Maraoué, on se réconciliait. Ce sont les femmes de la Fédération des associations féminines du département. Elles ont été longtemps opposées, mais aujourd'hui, elles parlent le langage de la paix et de la cohésion, après avoir compris, bien sûr, que c'est le seul chemin du développement. Depuis Zieunula, le compte-rendu de Franck Quadio. Elles ont décidé de fumer le calumet de la paix, et cela a raison. À Zieunula, les activités de la Fédération des associations et coopératives de femmes étaient à l'arrêt. La raison, des querelles de leadership, et ce durant une année. Les femmes ont finalement décidé elles-mêmes d'œuvrer en faveur du développement, et cela est réaffirmé au cours de cette cérémonie de réconciliation et de cohésion sociale. Nous encourageons cette initiative. Nous avons besoin de nous mettre ensemble pour permettre à notre département et surtout au peuple gourou d'aller de l'avant.
La Fédération des femmes de Zienoula et l'association Lumière de Zienoula regardent désormais dans la même direction, et cela à la grande satisfaction des forces vives de la région. Alphonse Seibi s'est réjoui de la démarche. Aujourd'hui, nous sommes là pour mettre les dames ensemble, et demain, ce sera l'union des hommes aussi. Parce qu'elles nous ont montré le chemin qu'on va avancer et qu'on se mette ensemble au chevet de notre Dieu. À Alphonse Seibi de rappeler les actions de développement entreprises par l'État de Côte d'Ivoire en faveur de la localité, une 60aine d'écoles primaires et 16 collèges de proximité en perspective, propos retirés par l'autorité administrative. Le secrétaire général des préfectures de Zienoula, Makene Menwe Gilbert, qui a exhorté les populations à privilégier le travail dans l'union et la cohésion. L'actualité internationale nous emmène aujourd'hui en Irak, où les populations ont été réveillées en pleine nuit ce dimanche par une forte explosion suivie de tirs nourris en direction du centre politique et diplomatique de la capitale irakienne. Le Premier ministre Mustafa al-Khadimi a fait face durant la nuit du 6 au 7 novembre à une tentative d'assassinat. Un drone piégé a visé sa résidence en plein centre de la capitale. Le Premier ministre s'en est sorti indemne, mais l'Irak semble aujourd'hui sur une ligne de crête. On rentre en Côte d'Ivoire. Le pays se prépare, je vous l'ai dit, pour le recensement général de la population et de l'habitat. Le Premier ministre a lancé l'opération qui démarre demain, effectivement. Le directeur général de l'Institut national de la statistique nous a rejoint en plateau. C'est M. Dofou Nguessan, qui est par ailleurs le directeur national de ce RGPH. Bienvenue donc, M. Dofou. Merci, Anza. D'accord, on va regarder cet élément vidéo ensemble, puis on revient pour l'entretien. C'est ce lundi 8 novembre 2021 que débute l'opération de dénombrement, un processus clé du recensement général de la population et de l'habitat 2021. 38 000 personnes recrutées, dont 28 500 agents recenseurs, vont parcourir le pays entier pour collecter et disposer d'informations sur l'effectif de la population, sur les caractéristiques individuelles et leurs conditions de vie. En outre, cette opération permettra d'identifier tous les sites habités, villes, villages, hameaux, campements avec les infrastructures économiques qui s'y trouvent, comme les hôpitaux, les écoles et les marchés. Ces informations sont utiles au gouvernement en vue d'évaluer l'action du gouvernement, de mieux planifier les actions de développement et d'améliorer les conditions de vie des populations. En vue de réaliser cette opération de dénombrement, plusieurs activités préparatoires ont préalablement été menées, à savoir la cartographie censitaire qui a permis de disposer d'une base de données géoréférencée sur tous les sites habités de Côte d'Ivoire. Elle a été réalisée de mars 2019 à juin 2021. À cela, il faut ajouter l'acquisition de 40 000 tablettes pour les agents déployés sur l'ensemble du territoire national. Le recensement général de la population et de l'habitat 2021 est le 5e du genre que la Côte d'Ivoire organise après ceux de 1975, 1988, 1998 et 2014. Elle va coûter plus de 23 milliards de francs CFA. Monsieur le directeur général, qu'est-ce qu'un RGPH, simplement? Merci, Azan, pour cette question. Je voudrais tout d'abord, au nom de Madame le ministre du Plan et du Développement, remercier le ministre de la Communication, mais aussi le directeur général de la RTI pour cette invitation qui nous permet de parler du recensement général de la population. Un recensement général de la population est une photographie de la population à un instant donné qui permet de collecter un certain nombre de variables. Vous avez le nom, le sexe, l'âge, vous avez la résidence, le niveau d'instruction, l'alphabétisation et d'autres variables importantes qui permettent de faire une bonne analyse de la population. Et il n'y a pas que la population, l'habitat aussi est concerné. Oui, l'habitat aussi est concerné et au niveau de l'habitat, on doit savoir la structure de l'habitation des individus ou bien des ménages, et tout ce qui contient cette maison et aussi tout le matériel que cette maison aussi contient nous permet effectivement de faire une bonne analyse de l'habitat de chaque individu. Et à quoi ça sert à l'État de savoir dans quelles conditions vit par exemple Paul-Henri Descas ou Miss Drocula? À quoi ça lui sert à l'État de le savoir? C'est très important. Vous savez que lorsque nous collectons
les informations, nous avons un certain nombre de statistiques qui permettent à l'État de mieux planifier le développement et aussi d'évaluer les différents programmes qui sont mis en place par l'État ivoirien. Est-ce que ça a à voir avec le RNPP, le Registre national des personnes physiques? Le Registre national des personnes physiques, ça c'est au niveau la mise en place des éléments concernant les pièces d'identité et autres. Mais ce qui est important, entre les deux, il y a une différence. Le recensement de la population, c'est la base qui va nous permettre d'avoir une bonne base de données que le RNPP peut utiliser dans le cadre de la mise en place de ce RNPP. Et c'est bien dit, c'est le Registre national des personnes physiques, etc. Et ça va permettre effectivement, le RNPP va permettre de mettre en place un numéro qui sera l'identifiant de chaque individu sur le territoire ivoirien. Et durant toute sa vie. Et pourquoi un recensement de la population maintenant? Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi pas demain, en 2022 par exemple? Pourquoi pas hier, en 2020? Ce qu'il faut savoir, c'est que la Côte d'Ivoire a réalisé son premier recensement en 1975. Et en 1988, il y a eu le deuxième recensement et en 1998, le troisième. Et normalement, ces recensements sont faits chaque 10 années. Il faut indiquer que normalement, le recensement qu'on a fait en 2014 devait se faire en 2008. Mais malheureusement, en 2008, la Côte d'Ivoire était en crise. Et cette crise-là n'a pas permis de faire le recensement en 2008. Et ce qui fait que nous l'avons fait en 2014. Mais pourquoi? Parce que l'État avait besoin d'informations pour mieux planifier, pour mieux structurer l'économie ivoirienne. Donc, c'est pour ça que nous avons fait ce recensement en 2014. Et pourquoi? Mais la difficulté que nous avons eue sur ce recensement, il y a deux grandes difficultés. La première, c'était un recensement d'après-crise post-électorale. Vous savez qu'au cours de ce recensement, il y a des partis politiques, par exemple, qui ont demandé à leurs militants de ne pas se faire recenser. Ça, c'est une erreur, parce qu'il faut se faire recenser, c'est important. Et deuxième élément aussi, ce recensement a connu des problèmes méthodologiques dans la mise en œuvre. Donc, il était important pour nous, après l'évaluation, de pouvoir faire un autre recensement en 2021. Mais normalement, le recensement qu'on fait actuellement, c'est un recensement qui devait se faire en 2020. Sachez que c'est en mars 2020 qu'on a connu le premier malade de la Covid. Donc, on a repoussé ce recensement en 2021. D'accord. Comment se fait-on recenser? Et puis, qu'est-ce que je gagne, moi, à me faire recenser? Se faire recenser, d'abord, ce qu'il faut savoir, nous avons des agents recenseurs. L'agent recenseur va dans le domicile ou bien dans le ménage. Quand il rentre dans le ménage, il peut trouver le chef de ménage. S'il trouve le chef de ménage, il adresse son questionnaire. Il lui demande le nom, le sexe, etc. de toutes les personnes qui vivent dans ce ménage-là. Et aussi, après cela, il prend des informations sur l'habitat et toutes les informations qu'on a prévues dans notre questionnaire. Après cela, l'agent recenseur, effectivement, ressort et va dans un autre ménage, etc., etc. Mais ce qu'il faut aussi indiquer, qu'est-ce qu'on gagne? Ce qui est important, lorsque vous vous faites recenser, par exemple, si l'État doit mettre en place un château d'eau dans une commune, etc., que, par exemple, vous refusez de vous faire recenser, vous allez faire en sorte que l'eau qui va ressortir du château, d'abord sera insuffisant, d'autant plus que vous n'êtes pas fait recenser et le château a été dimensionné en fonction du nombre de populations qui y habitent. Donc ça, c'est très important que chaque individu sache qu'il doit se faire recenser. Et quelles pièces il nous faut pour nous faire recenser? Lors de l'interview de Madame le ministre, elle a bien indiqué qu'il n'y a pas de pièces à fournir. Mais si vous allez dans un ménage, c'est-à-dire que l'agent recenseur se retrouve dans un ménage et le chef de ménage, compte tenu du fait que nous avons beaucoup d'activités, le chef de ménage est absent. Il faudrait que le chef de ménage délègue un membre du ménage ou ce membre de ménage, on lui donne toutes les pièces, etc., pour que nous puissions enregistrer toutes les personnes qui y vivent.
D'accord. Et c'est quoi les enjeux de ce recensement 2021? Les enjeux de ce recensement 2021, il y a l'évaluation des politiques nationales. Vous avez le PND, par exemple, qui est un élément important qu'il faut évaluer. Vous avez les programmes internationaux que nous avons aussi. Vous avez l'agenda 2063 de l'Union africaine qu'il faut évaluer. Vous avez aussi l'agenda 2030 des ODD qu'il faut évaluer, qui sont des éléments importants. Et puis sans oublier que les informations que nous allons récolter dans ce recensement vont permettre à l'État de mieux planifier le développement. Par exemple, vous voulez mettre l'État a décidé dans sa politique d'électrifier les villes de plus de, ou bien les villages de plus de 500 habitants. Si vous êtes 500, après le recensement, sachez que l'État va mettre de l'électricité. Mais si vous ne faites pas recenser, ce qui peut arriver, vous êtes par exemple 1000, vous n'aurez pas d'électricité, alors que vous avez refusé par exemple de vous faire recenser. Donc c'est clair, hein, M. Dofou, le RGPH, ce n'est pas pour définir un quelconque taux de pauvreté. Non, c'est carrément différent. Par rapport au taux de pauvreté, il faut indiquer qu'au niveau de l'Institut national de la statistique, nous avons une enquête qui s'appelle l'enquête niveau de vie des ménages. C'est cette enquête-là qui porte sur plus 13 000 ménages qui nous permet de définir le taux de pauvreté. La dernière en date, c'était en 2018. En 2018. Et on était à un taux de pauvreté de 39,4. 39%. Donc. Quelles dispositions vous avez prises? Quelles dispositions vous avez prises pour que les agents recenseurs se fassent accepter des populations? Il y a deux grandes dispositions qui ont été prises. Il y a d'abord les éléments sécuritaires. Les éléments sécuritaires, je veux dire par exemple, quand l'agent recenseur rentre dans le ménage, il doit pouvoir être identifié lui-même. Il y a ici un badge que l'agent recenseur aura. Il y a des chasubes que l'agent recenseur va porter à l'effigie de l'Institut national de la statistique, mais aussi et du BTPR. Vous pouvez retourner et dans le dos, on peut lire je suis concerné. Je me fais recenser. Je participe. Je participe, voilà. Donc, et en plus de ça, vous avez l'ordre de mission et aussi la lettre d'introduction qui est signée par les préfets et autres. Et par rapport à la Covid? Oui, par rapport à la Covid, je n'avais pas terminé. Par rapport à la Covid, il y a eu des dispositions. Nous avons fait vacciner tous nos agents recenseurs. D'accord. Ça, c'est un élément. Et puis aussi, je voulais profiter de votre antenne pour remercier le ministère de la Santé de nous avoir donné plus de 2 400 000 masques de protection et aussi des tubes de gel hydroalcoolique. Donc, c'est quand même important. D'accord. Et les dispositions sécuritaires, il y en a particulièrement qui ont été prises, la police pour accompagner la gendarmerie? Oui, ça nous avions indiqué surtout au sein des comités locaux dans les différentes régions et préfectures. Ça, c'est des dispositions qui sont prises avec les préfets. Parce que vous savez aussi qu'on a des zones, vous avez par exemple les forêts classées. Les forêts classées où il y a des campements qui sont très peuplés. Il faudrait qu'on y aille. Donc, on doit être accompagné par la sécurité. D'accord. Et dans la confidentialité des informations recueillies, vous nous garantissez que ce sera le cas? Oui, ça sera le cas, d'autant plus que nous-mêmes, nous sommes régis par une loi. Il y a la loi statistique qui, effectivement, qui nous permet de ne pas aller de travers par rapport aux informations qu'on recueille. D'accord. Et l'opération se fait en journée, alors que dans les zones rurales, à cette période, justement, les populations sont peut-être dans les champs. Comment les agents recenseurs feront? Oui, ce qu'il faut indiquer, c'est que dans la période qui est définie, c'est-à-dire du 8 au 28 novembre, nous demandons à toute la population d'être disponible. D'être disponible parce que l'agent recenseur travaille tout le temps dans cette période. C'est-à-dire que lorsque l'agent va dans le ménage, par exemple au village, on sait que nos parents vont au champ le matin, mais l'agent recenseur peut arriver dans un ménage au village où il trouve quand même un parent, où il commence à appliquer son questionnaire. Il va dans un autre ménage où les gens sont déjà allés au champ, il va revenir
à 17h ou à 18h pour pouvoir recueillir les informations. D'accord. Est-ce qu'il y a un intérêt pour les populations qui peut-être vivent à Abidjan, à Yamoussoukro, de retourner chez elles au village, par exemple, pour s'y faire recenser? Est-ce qu'il y a un intérêt? Non, il n'y a pas d'intérêt, d'autant plus que vous avez un centre, je dirais votre centre d'intérêt. Par exemple, je prends le cas d'Abidjan. Imaginons que toute la population d'Abidjan se dise, je vais dans mon village pour me faire recenser. D'accord. D'accord. Et puis vous le dites, hein, le recensement concerne tout le monde. Tout le monde. La population ivoirienne ou non ivoirienne. Non ivoirienne. Et les Ivoiriens de la diaspora, vous les comptez? Les Ivoiriens de la diaspora ne sont pas concernés. D'accord, ne sont pas concernés. Et puis c'est donc du 8 au 28 novembre prochain, 21 jours, 37 000 agents répartis sur toute la Côte d'Ivoire. Vous estimez à combien aujourd'hui, selon vos premières analyses, vos premières statistiques, la population ivoirienne? Oui, nous avions, dans ce processus de recensement, nous avons fait ce qu'on appelle la cartographie. Et pendant la cartographie, nous avons demandé aux ménages combien de personnes vivent dans un ménage, dans leurs différents ménages. Et à la fin de cette cartographie, nous avons estimé la population à peu près à 28 500 000. 28 500 000, c'est ce qui a donné le nombre d'agents recenseurs, où nous répartissions ce nombre-là par rapport à 1000 individus que chaque agent recenseur doit pouvoir prendre en compte. D'accord, c'est pour ça qu'il y a 28 500 agents recenseurs. Nous allons donc terminer cet entretien et le RGPH, ça va coûter autour de 24 milliards de francs CFA. Dernière question pour terminer en 10 secondes. Si mon ménage n'est pas recensé, qu'est-ce que je dois faire? Si le ménage n'est pas recensé, vous appelez le 101 ou bien vous appelez le 07 99 21 69 81 ou d'autres numéros. On a aussi notre site www.recensement2021.gouv.ci. Et ce que peut-être je peux aussi ajouter, c'est que je voudrais, encore au nom de Madame le ministre du Plan et du Développement, remercier tous les partenaires qui nous accompagnent. Je voulais parler surtout de l'UNFPA qui nous accompagne techniquement. Je voulais parler de la Banque mondiale qui nous soutient pour assurer le paiement de tous les agents recenseurs. Je voulais parler aussi de la BAD qui a assuré le paiement de toutes les tablettes que nous allons utiliser. 40 000 tablettes. Dans le cadre de ce recensement. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Dofou. Monsieur Dofou Nguessan, directeur général de l'INS, l'Institut national de la statistique. Je rappelle que vous êtes venu nous donner toutes les précisions sur le RGPH 2021 qui démarre demain lundi sur toute l'étendue de la Côte d'Ivoire. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation et à très bientôt. Revenez nous voir quand vous le voulez. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs. Ce journal, vous pouvez le revoir sur RTI Mobile et sur les www.rti.ci. Bon dimanche chez vous et restez sur la chaîne ivoirienne. Merci beaucoup.